Je suis Audrey Chemouli, avocate et entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouli Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration. Vous écoutez le podcast Avocat Génération Entrepreneur. La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé le business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Elle a plus de 14 000 followers sur Insta, elle a été assaillie d'interviews, elle a été la figure de Marianne au basket, installée pendant plus de 6 mois devant l'Assemblée nationale. C'est fou, non ? Mais en fait, ce qui m'a donné le plus envie de lui proposer d'intervenir, c'est lorsque j'ai écouté son dernier interview et qu'elle a dit « Je sais que j'ai une présence et que je prends de la place » et qu'à aucun moment, la nana s'est excusée. Ça, c'est vraiment dingue. C'est pour cette raison qu'on est ravis d'accueillir dans ce nouvel épisode d'Avocat Génération Entrepreneur, Kadiatou Tapili, avocate au barreau de Paris. Et j'ai dit « on ». Mais oui, j'ai dit « on ». Je ne me prends pas pour Alain Delon, les amis, c'est juste que pour cet épisode et puis pour un autre, j'ai décidé d'inviter comme co-host mon copain avec qui j'avais envie de faire un épisode, Manuel Menenghini, avocat et lui aussi très entrepreneur. Bonjour. Salut à tous les deux. Salut. Kadiatou, tu sais, on commence toujours par la même question. Kadiatou, qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Mais alors, genre, c'est pas long, on n'a pas le droit de... On a le droit que c'est... Donc, je suis Kadiatou, comme on le sait. J'ai 36 ans. Ouais. Je suis avocate depuis 2017. Donc, j'ai prêté serment. 36 ans, mais vous êtes tous jeunes, là, en fait. Ça va. Ça va, merci pour le compliment. Mais Oui, c'est un toi truc. aussi, tellement. Ouais. Et ouais, ça fait quoi ? Ça fait déjà 5 ans qu'on se connaît toutes les deux. Nous, un petit peu moins, mais ouais. Ça fait donc 8 ans que je suis avocate. Je me suis installée en septembre dernier. Là. Ouais, ça va faire du coup 7 petits mois. Ouais. J'ai fait beaucoup de cabinets avant. Je fais du contentieux des affaires pour les entrepreneurs. Donc, je défends les entrepreneurs quand c'est le bordel, grosso modo, quand c'est trop tard. Parce que j'adore le piment un petit peu du côté contentieux. Parce que tu avais commencé qu'en conseil, toi, normalement. J'ai commencé en conseil, okay. J'ai fait plein de choses, en fait. Et donc, je suis un peu couteau suisse, ce qui m'aide aujourd'hui. Et ce qui m'aide aussi beaucoup aujourd'hui, c'est le basket. Et pourquoi le basket ? Parce que, pareil, c'était pas un environnement dans lequel j'étais forcément amenée à aller, parce que je suis pas assez grande, etc. Mais dans tous les cas, j'ai jamais eu peur et c'est ce qui me drive aujourd'hui. Canon, I love it, ça commence bien. Ouais. C'est quoi qui t'a décidé à t'installer ? En fait, je t'ai dit la raison pour laquelle je t'ai invité, parce que t'as une présence en ligne. En plus, tu as inventé un terme que toi, tu n'as pas dû inventer, mais genre, moi, je pense que tu as inventé. Et donc, du coup, laisse-moi mon rêve, c'est pas grave, tu vois. Genre, d'influenceuse engagée. Peut-être qu'il y a plein d'autres personnes qui l'utilisent, mais on dira que c'est toi. Ouais. Voilà, que toi, c'est ça. Il n'y a pas eu il y a rien qui a été déposé. Donc ça peut être complètement toi. Ça passe, exactement. Ouais. Merci. Et donc, le fait que tu t'installes et que tu décides, après tous ces univers, tu vois, tu t'es dit, OK, je m'installe. Et en plus, tu t'es installé dans un truc qui était a priori pas d'où tu venais, enfin ton origine, qui était plutôt conseil. Ouais. Et là, quand je t'ai entendu dans ton interview, donc non seulement tu disais que tu étais en place et que fuck the world, tu vois, mais par ailleurs, tu étais dans un truc qui n'était pas ton truc d'origine. Et ça m'a vachement intéressée. C'est quoi qui t'a décidé ? 2 choses. C'est que avant, j'étais chez Bold, je suis restée pendant 4 ans et clairement, j'ai baigné dans le milieu des entrepreneurs. Ouais. J'avais fait un cabinet avant qui était Lennox Avocat où j'étais déjà avec des entrepreneurs, mais plutôt conseil et un peu de contentieux. Je me suis rendu compte que le contentieux me plaisait beaucoup. Juste avant, j'étais chez Librato Avocat. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais, belle expérience, mais pire client parce qu'on était avocat d'avocat. Et clairement, les avocats, quand il faut les défendre, c'est compliqué, ils savent tout. Ce sont les meilleurs. Il y a Dieu en bas, puis il y a les avocats au-dessus. Et puis, je vais pas nommer des clients, mais il y en a qui se prennent au-dessus des autres avocats, bref. Et donc, en fait, ce qui m'a décidé à m'installer, c'est l'expérience Bold, où j'ai été vraiment en front avec les clients. Je pense avoir vraiment une intelligence émotionnelle, et je le dis très souvent plus que juridique. Ouais. Et c'est grâce aussi au mindset basket que je représente mes clients. Et puis aussi, ça faisait 4 ans que j'étais chez Bold. Et quand on est dans un cabinet pendant plusieurs années, ce qui m'était jamais arrivé avant, soit tu deviens associé, soit... Up or out. Ouais, c'est ça. Soit ta rétro n'augmente plus. Ouais, bien sûr. Et donc là, je me suis dit, il fallait que je parte déjà. Puis quand ça fait longtemps
tant que tu es dans un cabinet, tu t'entends avec d'autres personnes, mais aussi avec d'autres pas. Oui, bien sûr. Non, mais après, tu as une sorte de truc qui s'installe. Oui. Voilà. Donc, j'avais ça. Et de l'autre côté aussi, où j'ai été clairement happée par les réseaux, où j'ai eu une clientèle perso tellement forte que je me suis dit, il faut que j'y aille là. De toute façon, je ne peux plus gérer les deux. Donc, OK. C'est que par les réseaux que tu as cette clientèle ? Ma clientèle, encore aujourd'hui, c'est, je dirais, 99,9% de ma clientèle. Et les réseaux sociaux, c'est pas LinkedIn, c'est Instagram et TikTok. Là où, moi, j'ai 36 ans, donc je suis pas forcément de la génération de TikTok. Ouais, c'est clair, t'es pas de la... Oui, parce que t'es plus jeune que moi, mais t'es pas non plus la génération TikTok. Non, 36, bien sûr. Mais après, quand on voit nos visages, on se dit qu'on a 26, tu vois. Ah, mais voilà. Mais toi aussi, Manu, d'ailleurs. On est en hors taxe. Moi, le TTC, c'est 36. C'est la blague. Je suis hors taxe, c'est le prix de mes crèmes. Exactement. Mais okay, c'est exactement ça. Ouais, bien sûr, skincare de fou. Prochain épisode. Ouais. Et donc, ça vient essentiellement de là. Et vraiment, il n'y a pas un jour, je pense, sans abuser, même le week-end, où il n'y a pas quelqu'un qui me contacte pour un sujet contentieux entrepreneurial. C'est pas du droit des étrangers. Là, on pourrait se dire, je porte du wax, je suis noire, etc. Peut-être droit des étrangers. Pas du tout. Donc, Et ça, c'est depuis le démarrage, quand tu as commencé sur Insta, les gens t'ont identifié ? Non, ok. Non, parce qu'en plus, moi, j'ai qu'un seul compte Instagram. Ok, t'as pas fait les deux. Ouais. Non. Non, parce que pour moi, mon compte Instagram, c'était pour transmettre avant tout via le basket, via le sport et surtout via la course, parce que je me suis mise à la course tard. J'ai toujours fait du basket depuis l'âge de 11 ans, donc ça fait 25 ans que j'en fais. Mais j'ai commencé la course post-Covid parce que je voulais courir avec ma mère une course. Ma mère, elle est ultra rapide, elle s'est mise à la course super tard. Et je voulais, à mon tour, transmettre que en 2022, quand j'ai commencé à courir, je ne pouvais pas faire 400 mètres autour d'une piste. Mais en fait, j'ai couru un 20 km, puis après, j'ai couru un semi, puis après, j'ai couru un marathon. Et c'était juste pour transmettre ça. Et au passage, il y a un mec qui était client chez Bolt qui lançait un podcast qui s'appelle Anecdates. Donc, rien à voir, il m'invite sur la journée internationale du droit de la femme. Enfin, je ne sais jamais le terme exact, je suis désolée. Ouais, moi un peu. Le 8 mars. Et il me demande, est-ce qu'être une femme, c'est compliqué ? Et j'explique qu'être une femme, c'est compliqué, mais je suis une femme noire aussi. Et c'est un confrère qui me demande... je demande où est ma salle d'audience et il me dit oui, vous verrez avec votre avocat. Et en fait, il n'avait pas tiqué que j'étais sa consoeur. Et c'est comme ça en fait que c'est parti. Alors c'est parti là-dessus, sur cette anecdote que tu as raconté, que les gens ont commencé à te suivre. Et je pensais pas. Vraiment, c'était vertigineux. Enfin, au bout de 5 minutes, on voit qu'on a 5000 vues et on se dit mais en fait, c'est encore un prank, qu'est-ce qui se passe ? Et puis en fait, je gagne 1000 followers en 3 jours. Puis après aussi, c'est monté très vite, je suis passée à 5000 followers en l'espace d'un mois. J'ai eu aussi beaucoup de personnes qui ont créé des faux comptes. Et des faux comptes de quoi ? Avec ton nom ? De toi ? Ouais, folie. Ça, c'est vraiment quand t'es une star. Non, mais ça, c'est vraiment quand t'es une star. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a aussi des volets RGPD où, en fait, il y a des personnes qui ont réussi à prendre mon répertoire, à envoyer des messages à mes contacts en disant que j'ai été piratée ou que j'ai besoin d'argent, etc. par Western Union. Et c'est comme ça que j'ai été certifiée très tôt. Mais dans la vague des certifications payantes. Donc, aussi d'autres ont pensé que j'avais payé ma certif pour être quelqu'un. Donc, ça a... Excuse-moi, alors là, moi, je suis désolée. Parce que là, j'ai l'impression... Non, ok. Non, je ne vois pas. Donc, est-ce qu'on peut expliquer un tout petit peu pour les nuls, genre pour les débiles ? Alors, je vais ouvrir mon... Voilà, non, mais voilà, il n'y a pas que moi, je pense. Moi, j'ai l'honneur d'avoir une petite vignette bleue à côté. Oui, je le vois. Tu as une vignette, exactement. Ouais. Comme Avi Biton. Exactement. Bah, bien sûr. Et comme d'autres personnes. Certainement. Et donc, du coup, toi, tu as une vignette bleue. Et la vignette bleue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es cachère, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Je suis cachère, je suis halal, comme tu veux, mais tout. Et donc j'ai une protection. On ne peut pas m'approcher comme ça. Et c'est pas possible. Ouais, c'est drôle. Ouais. Attends, mais donc tout ça en l'espace de... quelques semaines. Et puis, ce qui a été le pompon, je dirais, c'est que j'étais une fois chez Citadium. Donc là, ça a commencé en mars 2023. Des gens m'écrivent en me disant je vais écrire une chanson sur toi, je vais écrire un livre sur toi. J'étais frère, qu'est-ce qui se passe ? Moi, les DM, j'étais pas prête. Le DM essentiellement masculin, je vous... Ouais. Et j'étais pas prête du tout. Et du coup, on arrive en mai. On arrive en mai, je fais souvent une retraite de yoga, comme j'ai pu en parler dans d'autres podcasts. Et donc, je vais faire des courses, je suis chez Stadium, et il y a des personnes, 3 filles qui me courent après. Et moi, du coup, je me demande vers qui elles courent. Et en fait, elles s'arrêtent devant moi. Elles s'arrêtent devant moi, et je suis... Et elles me disent, mais oui, mais vous êtes maître Tapili. J'ai fait... Yes, I am.
Oui, et là, je dis, mais en fait, je suis super pressée parce que là, je sors d'une table ronde et je vais à une autre et je dois faire des petites courses avant. Et là, je dis, même dans ma phrase, c'est bizarre de dire ça. Et en fait, elles me disent, mais vous êtes tellement inspirante et vous vous rendez pas compte et tout. Cool. C'était tellement mimes. Et en fait, les gens qui me suivent, ma commu, elle est entre 20 et 30 ans, quoi. Et c'est marrant. C'est très marrant. Il s'est arrivé d'un coup, ça a été ultra vertigineux. Et mon psy, je lui en ai parlé et je lui en parle encore en disant, je ne comprends pas ce qui se passe, c'est un rêve éveillé. Bah oui. Ouais, c'est drôle. C'est drôle. Mais voilà, et c'est venu comme ça, en fait. Donc, chaque fois, je suis toujours assez étonnée d'être invitée dans des podcasts, mais je vous cache pas qu'après, je vais faire un shooting photo à Aubervilliers à 14h pour le basket, tu vois. Donc, ouais. Et je dois gérer tout ça, les clients et tout, quoi. C'est drôle. La meuf te cale qu'elle a un shooting photo. Voilà, je dirais pas ça. D'accord. Non, mais moi, je voudrais juste dire que j'ai déjeuné avec ma mère. Donc, j'adore ma mère, mais c'est pas exactement un shooting photo. C'est la meilleure. Ma mère te dirait, c'est grâce à elle que t'es là. Oui. Mais c'est quand même déjà avec ma mère et pas shooting photo. Ok. Donc, du coup, et alors, t'as enchaîné très rapidement sur la communication et tout, parce que c'est hyper lié. Ouais. Mais donc, toi, juste pour revenir sur ton installation, le déclic, ça a été quoi ? Juste bold, voilà, tu te sens que t'es. Et pourquoi est-ce que tu passes du compte ? Parce que c'est plus facile. En fait, attends, excuse-moi, c'est pas clair comme question. Ma question, c'est. Tu faisais quand même du conseil chez Bold ? Non, je faisais quand même du contentieux chez Bold, mais j'ai commencé en conseil de manière générale. T'avais déjà basculé en contentieux chez Bold. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Et les gens qui viennent te voir là, tu dis c'est quand même une cible jeune. Ouais. Ils ont pas beaucoup, enfin peut-être qu'ils ont beaucoup de problèmes, mais ils n'ont pas énormément de problèmes de 25 à 30 ans quand même. Si, c'est des entrepreneurs, la plupart des entrepreneurs, et ça j'avais déjà vu chez Bold. Et aussi ce qui a été trop cool chez Bold, c'est que j'ai été ambassadrice Bold chez Station F. Ouais, ça je sais, donc j'avais vu. Je faisais des consultations juridiques gratuites là-bas. Certains venaient chez Bold, mais il y en a, ils sont pas venus parce qu'ils étaient trop early. Et quand ils ont vu que j'étais installée 2 ans plus tard, ils sont venus me voir directement. Ouais. Et en fait, c'est très rapide, les problèmes chez les entrepreneurs. C'est beaucoup de concurrence déloyale, c'est beaucoup d'impayés clients, c'est beaucoup aussi de dénigrement commercial. Ça se passe aussi sur les réseaux. Et moi, de mon côté, j'ai conseillé des médias de la création de contenu et j'avais fait avec eux la minute juridique déjà quand j'étais chez Bold. Ça, je sais, j'avais vu. Et donc, c'est aussi comme ça que j'ai attiré de la clientèle, clairement de la clientèle de communauté. Hein. On est sur des entrepreneurs qui n'ont pas forcément fait de grandes écoles, de cité. On est sur de la communauté afro, mais on est aussi sur la communauté basket. Ouais. Et donc, clairement, ça me crée un vivier. Et clairement, mes clients, je les rencontre aussi sur les playgrounds. Parce que, bien sûr, à la Factory ou quand je vais à GMAP jouer, eh bien, on me dit « mais t'es vachement forte et tout ». Alors, t'as beaucoup de bouche et tu fais beaucoup de trash talk. Mais en fait, dans la vie, tu fais quoi ? T'es avocate ? Vraiment ? Oui. Même je t'assure. Je t'assure. J'ai pas payé ma certif. Hein, et celle-là non plus. Le CAPA, je l'ai pas payé. Non, je l'ai pas payé. Enfin, on va pas le dire. Ou en tous les cas, pas ici. Non, je rigole. Mais clairement, et j'ai bien raté 2 fois le barreau aussi. Hein, donc, enfin, une fois et j'ai eu la 2e fois. Et en fait, les gens, ça les fait grave kiffer que je dise la vérité ou que je le dise sans tabou, quoi. Donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée pour répondre à ta question parce que je suis allée dans tous les sens, mais que les personnes me contactent parce que, pour eux, j'ai un peu la mentalité de la bagarre du match, si tu veux. Quand ils ont des problèmes... Ils ont envie d'avoir quelqu'un qui soit... qui n'ait pas peur du combat, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il te caractérise. Ouais. Et je te dis un truc, alors, quitte à passer pour la vieille, parce que de toute façon, je ne savais pas ce que c'était qu'une certif Insta. Les gens qui te contactent sont des clients qualifiés que tu peux facturer ? Ouais. Oui, et là aussi où je travaille beaucoup sur moi, c'est que je ne pense plus trop avoir le syndrome de l'imposteur, mais enfin, consciemment, mais inconsciemment, je l'ai encore où je me dis... Mais en fait, ils sont super jeunes. Je ne peux pas les facturer. Ou parfois, ils m'appellent. Ouais, bien sûr. Hein. J'ai une petite question. Ouais, dis-moi. Ouais. Ah non, oui, j'ai une petite question. Oui, la meuf. Oui. J'ai une petite question. Et moi, je sais, parce qu'en fait, chez Bold, on le faisait très souvent. J'ai une concurrence déloyale. Comment faire en termes de strat ? J'ai pas envie de payer un avocat. Ouais. Mais en fait, c'est des gens qui ont parfois déjà levé des fonds. Ou c'est des personnes qui sont prêtes à mettre beaucoup d'argent. Plus que l'abonnement de chez Bold classique
pour que sur les réseaux sociaux, leur image soit clean. Oui, bien sûr. Et en fait, ça, moi, je m'en rends compte que maintenant. Et je m'en rends compte encore plus maintenant. Et je sais qu'on en parlera plus tard. De là, je suis toute seule, mais je me rends compte qu'il va falloir que j'embauche parce que j'ai trop de demandes. Et je peux plus me permettre de répondre juste à une question comme ça. Alors si, ça, je pense que je le ferai toujours parce que c'est dans mon ADN. Et je me dis toujours que j'ai une bonne étoile dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, dans la famille dans laquelle je suis, que j'aime d'amour. Et j'ai pas envie de facturer les personnes pour s'il y a un impayé, comment on fait. Oui, je suis d'accord. Parce que ça, c'est trop. Mais il y a beaucoup de confrères qui me disent, mais tu t'en fous, en fait. La plupart, ils sont suivis par des millions de personnes. Bien sûr qu'ils font du chiffre d'affaires. Mais ouais, mais même si ça avait été Emmanuel Macron, je pense que je n'aurais pas payé. Pour la première question. Après, bon, Manu, forcément. Mais bon, il force aussi, tu vois. Mais au bout d'un moment, il faut que moi aussi, je me limite et m'arrêter. Parce que pour les futurs entrepreneurs qui se lancent dans le monde du cabinet d'avocats, il faudra mettre des limites. Parce qu'aujourd'hui, ton compte, là, tu le gères solo. Toutes les demandes, c'est toi qui réponds toujours. Solo dans mon bendo. Tout. Oui. Ok. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps, ouais. Ça te prend combien de temps ? Beaucoup. Mais je travaille aussi beaucoup. Je pense que... alors moi, j'adore scroller sur les réseaux parce que je reste avant tout une vraie vicose des réseaux. Mais en moyenne, sur Insta, je pense que je passe 1h30 par jour. Ce qui est quand même beaucoup. Si à mon taux horaire qui est 350 € de hors taxe, si je faisais vraiment, hein, parce qu'au final, je fais que du forfait, qu'on se le dise, ça fait beaucoup. Mais en fait, ça va. Je pense que par rapport aux jeunes... c'est 1h30 pour gérer quand tu vois le temps que les gens passent sur les réseaux clair, et tout, franchement, ça va. Oui, parce que Mais t'arrives à te limiter quand même à 1h30 ou il y a des moments où... Non, je me limite. Okay. En vrai, en fait, je fais tellement de choses. Je suis tellement sollicitée, entre guillemets, par le basket, par mes clients aussi et tout, que j'ai pas forcément le temps de faire plus. Et je donne des cours. Ça, je sais que je parle pas beaucoup dessus, mais je donne parfois 4 heures de... Non, pas 4 heures, 4 jours de cours par semaine. Donc ma journée commence... 4 jours de cours par semaine, mais où ça ? À Digital College et à Business Project College, qui est une école de commerce privé qui est aussi axée sur l'entrepreneuriat à la défense. Okay. Ouais. Mais oui, je donne des cours de 8h30 à 13h et de 14h à 17h. Donc, il n'y a pas beaucoup de réseaux dans l'école, donc forcément, je ne vais pas forcément scroller. Toutes les semaines, tu fais ça ? Alors là, je commence à limiter parce que je ne peux plus. Bah oui, clairement, c'est clair, j'étais à cran. Et là, je commence un peu à m'organiser différemment, mais... Ouais, je faisais ça. Et donc, ma deuxième journée, là où les avocats qui sont parents s'occupent de leurs enfants, moi, je m'occupe de mes dossiers, je finis très tard et je vais à l'entraînement le lundi et le jeudi. Mais je sais que j'y vais un peu moins aussi parce que je peux plus. Et je pense clairement le fait que je me sois blessée, rien de grave pour ceux qui m'écoutent, qui nous écoutent, pardon, eh bien, c'est aussi des signes où il faut que je ralentisse, quoi. Mais ouais. Et je vais aussi au sport tous les jours parce que sinon j'explose. Donc, Putain, la meuf, elle me fout. Ouais, je suis fatigante. C'est pour ça que je parle pas de tout sur les réseaux parce qu'il y en a, ils me disent, mais t'as une sœur jumelle cachée. Je fais non, je suis pas comme Tia et Tamera pour les refs. Ah ouais, on les a quand même, on les jumelles sûr. sans mêle et tout. Non, oui, moi sûr. je suis que Kadiatou. Il n'y a pas de Kadia One et de Kadiatou comme j'ai entendu. Ah, oula, ça c'est. Et en plus, je perds du temps à répondre à ces gens, tu vois. Donc bon, bref. Ah putain. Et attends, bon, c'est rien à voir avec le développement du cabinet, mais ça m'y fait penser, sans m'y faire penser, mais c'est juste comme ça. Ça s'est passé comment, Marianne ? Ah, alors, la Marianne, c'est fou, vraiment, cette histoire. En fait, c'est vraiment complètement fou, cette histoire. C'est fou, cette histoire, c'est improbable. Et en fait, il y a toujours des choses comme ça qui m'arrivent. Je me dis, c'est un prank, on essaye de se moquer de moi, en fait. Et c'est ma coach, je fais du sport chez Épisode. Ma coach de boxe, elle est championne du monde de K1, c'est une discipline en boxe. Yes. Et en fait, elle a été happée par Laurent Perbos, donc le sculpteur des Marianne déclinant plusieurs sports. Et il lui a demandé si elle connaissait des personnes dans le basket. Et elle lui a dit, je connais pas de monde dans le basket, mais je connais une personne qui est engagée dans le basket. Elle n'a pas joué à haut niveau, etc. Je te montre son profil. Et c'est comme ça qu'il m'a appelée en janvier 2024. Et ça a commencé super fort parce que juste avant, j'avais été contactée par Basket for Ballers, qui est une marque qui est à la base alsacienne, qui maintenant s'est implantée à Paris et qui avait fait une collab avec Wilson pour le match de NBA extérieur. Il y a toujours un match de NBA extérieur en janvier à Paris. Et la semaine d'avant, j'ai été mannequin pour Wilson. La semaine d'après, j'ai couru un marathon et donc j'avais été suivie par Salomon. Et la semaine d'après, j'ai Laurent Perbos qui m'appelle pour me dire, est-ce que ça vous tente d'être l'une des Vénus de Milo, Marianne Non, ça me fait chier. Ouais, non, j'ai pissé. Franchement, j'ai un peu apponné, j'ai flemme. Oh non, j'ai flemme. C'est ça. Et donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est insane.
Et donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, j'ai été moulue, hein, comme j'ai dit. Non, mais explique-moi comment on est moulu, s'il te plaît. Ouais, parce que je pense 3D. que ça m'arrivera pas demain. Donc, j'aimerais bien. Mais si ça m'arrive, j'aimerais bien être préparée. Raconte-moi. Moulure 3D, j'ai pas été plâtrée. Après, on m'a enlevé. C'est en fait. J'aurais adoré. Ouais, ça aurait été très drôle. Ça aurait été très, très drôle. Mais non, en fait, c'est un appareil qui ressemble à un steamer. Et en fait, on te scanne. Tout ton corps ? Alors pas tout, parce que pour les personnes qui nous écoutent, ce n'est pas mon six-pack. Non, c'est pas moi parce que j'ai pas ce six-pack. On n'en est pas très loin, mais c'est pas moi. Et de toute façon, vous verrez pas mon corps a priori dans ces circonstances-là. Et puis aussi au niveau de ma poitrine qui tombe, c'est la Vénus de Milo. Ce n'est pas moi non plus. Je tiens à préciser, qu'on soit clair. Je tiens à préciser dans ce podcast. Voilà. En revanche, oui, ce sont mes épaules et ce sont mon dos. Et en fait, donc, j'ai tenu un ballon de basket taille 7, pas taille 6. Donc, c'est un peu dur pendant 45 minutes comme ça. Et donc, à la fin, quand le ballon est tombé, je pouvais plus fermer ta main. Mais comme vous savez, j'ai un emploi du temps ultra serré. J'étais membre du jury d'un concours de dunk juste après. Et j'ai été comme ça avec maman en train de trembler et tout. On m'a dit, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis fait moulu. Ouais, je me suis fait moulu pendant 1 heure. C'est horrible. Et donc, ouais, en fait, on m'a scanné. Et après, j'ai été à l'inauguration à l'Assemblée nationale. Et donc, j'ai eu Yael Braun-Privet qui me dit « Bonjour, Kadiatou, Yael, enchantée. » Et je me dis « Oui, ouais, salut Yael. Salut. Oui, bien sûr. Yael, écoutez, je vois très bien qui vous êtes. Ouais, alors que vous, c'est bizarre, en fait. Et donc, c'était vous. Et puis, des personnes qui viennent t'interviewer, souffle, tout va bien. Et ouais, c'est donc incroyable. Et donc, chaque fois que je passais devant, je me fais saluer à moi-même. Bien sûr. C'est insane. Et donc, j'ai une petite statue maintenant. Ah bah c'est ça, j'allais te demander si tu avais une statue. Ouais, j'ai une statue. Ouais. Donc, c'est fou parce qu'il y en a, Harvey Specter a son panier de basket. Mais oui, bien sûr. Et toi, t'as ta statue. Et moi, en fait. Ta statue. Ouais. Putain. Ouais, c'est fou. Je vais aller me faire moulu, moi aussi. Ouais. Ça va. Et donc, maintenant, en taille réelle, j'ai été à Shanghai et puis maintenant, je suis à Dubaï. Juste pour love info. it. Non, Voilà. Si on veut te voir, on prend les dates. Allez, go Dubaï. Shanghai. Go Dubaï. Ok. Donc toi, en fait, t'as pas... Parce que tu sais, on dit beaucoup dans l'entrepreneuriat, rien à voir avec la Vénus de Milo, du coup on revient... Ouais, c'est un peu plus chiant, mais bon, c'est comme ça. Tu sais, on dit beaucoup dans les trucs d'entrepreneuriat, tu dois scanner ta clientèle que tu as envie d'atteindre. Et du coup, en faisant ton... ça se voit pas parce qu'on est à l'audio, mais bref, je fais des petits trucs de guillemets. Tu fais ton persona. Ouais. Et ton persona, tu sais que ce qu'il aime, ce qui le fait vibrer, pourquoi est-ce qu'il vient, quelles sont les problématiques juridiques qu'il pourrait avoir. Et parmi les questions que tu dois te poser, c'est comment il s'informe. Et donc, toi, tu dis... Pas ça, en fait. Toi, tu dis, j'ai fait un compte Insta. Et parce que, du coup, tu pourrais dire comment s'informent les entrepreneurs. Parce que c'est pas que de la tech, en fait. Non. C'est quoi ? C'est tout entrepreneur. T'as scanné un peu, d'ailleurs, à ce propos-là ? Alors, ça reste quand même, malgré tout, une majorité de la tech. Et je suis assez étonnée. Enfin, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avocats entrepreneurs de start-up. Ouais, carrément. Ouais. C'est quand même vraiment le truc à la mode, quoi. Ouais, c'est vraiment le truc à la mode. On est beaucoup dans la tech. Je pense 60% de la tech. Mais peut-être pas du hardware. Non, c'est peut-être pas... Non, pas du hardware. Ouais, pas du hardware. 60% de la tech, je dirais quand même bien 25% dans le sport. Et le reste, c'est des influenceurs. Beaucoup maintenant, de plus en plus. Donc, et ils viennent me voir via, comme je disais, TikTok et Instagram. Après, c'est mes contentieux en tant que tels. On n'est pas forcément sur des sujets tech, mais c'est vraiment de la vie de tous les jours. Et moi, c'est ce qui m'a toujours passionnée. Moi, j'ai toujours dit que je me voyais plus comme une avocate pour les nuls. Donc, c'est pas complexe, c'est la vie de tous les jours. Tel Desperate Housewives. Non, mais attends, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les contentieux auxquels tu fais face ne sont pas des contentieux complexes ? Tu veux dire qu'il y a une partie des contentieux, je précise juste ma question, tu as une partie des contentieux qui ont été délaissés peut-être par une partie des avocats parce que c'était des contentieux qui n'étaient peut-être pas complexes, des contentieux de la vie de tous les jours, et du coup, ça n'était pas, je refais les guillemets comme une conne, intéressant, technique. Ouais. En fait, c'est pas ça. Je pense pas qu'ils ont été délaissés par les avocats, mais c'est que les entrepreneurs se disent qu'ils peuvent gérer ces problèmes tout seuls et donc ils ne vont pas voir des avocats quand les contentieux ne sont pas complexes. Et par ma communication qui n'était pas ciblée à la base, mais que j'ai pu dire dans d'autres podcasts ou dans d'autres interventions que moi, je suis là pour la vie de tous les jours avant tout, ça a pu attirer les clients que j'ai aujourd'hui en se disant, en fait, un avocat, on en a besoin aussi
Tout le temps. Pour tout le temps. Ouais, c'est ce truc d'évangéliser à tout moment, il y a besoin d'un avocat, parce qu'effectivement, les mecs qui entreprennent se disent ok, bon, je fais mon pacte, je vais faire ma levée, j'ai besoin d'un avocat, on me paye pas, je vais appeler un huissier. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et maintenant, même les pactes, ils les font tout seuls, ils viennent que pour la levée parce qu'ils n'ont pas le choix d'un avocat. Mais en fait, je me présente non pas en tant qu'avocat qui doit être là de A à Z, mais avant tout comme une personne qui est dans le même bateau ou le coéquipier de l'entrepreneur. Et par la suite, vu que je suis avocat, c'est du plus. Mais parce que tes offres, du coup, elles sont différentes ? Elles sont pas différentes. Mais de toute façon, même, j'ai même pas d'offre. Moi, j'ai tellement tout fait à l'envers que j'ai toujours pas de site. J'ai rien du tout. J'ai même pas de carte de visite. T'en fous de pas avoir de site, du coup. Oui. Ah oui. Mais c'est ta page Insta, en fait. Ouais, c'est ma page Insta. Mais les gens viennent me voir parce que je suis sportive, je suis cool, je suis sympa. Ouais, ils se sentent proches de toi et faciles d'accès. Et elle va me comprendre. Donc, je peux lui poser la question sans que j'ai l'impression d'être. Mais du coup, comment tu fixes tes tarifs alors ? Parce que c'est le problème. En fait. La raison pour laquelle peut-être, alors ou pas, des avocats ont délaissé le contentieux de tous les jours, de l'entrepreneur de tous les jours. D'ailleurs, les avocats ont délaissé le contentieux de tous les jours et peut-être ont délaissé aussi le conseil de tous les jours, qui a été repris en partie par les experts comptables, qui deviennent du coup les interlocuteurs les plus quotidiens de l'entrepreneur. C'est aussi parce que l'entrepreneur n'avait pas l'argent pour faire cette dépense-là, en tous les cas, pas pour l'enjeu. Et du coup, tu fais comment, toi ? Eh bien, déjà, moi, ils viennent me voir quand il y a un problème. Donc, en fait, ils sont à ma merci. Pour moi, je sais que c'est bénéf. Si vous m'écoutez, je sais que de toute façon, je peux mettre le prix que je veux. Vous allez venir parce que vous êtes dans la merde, en fait. Donc, voilà. Non, mais en fait, je fais à peu près les mêmes prix que Bolt faisait avant, finalement. Moi, je suis rarement en dessous de 3 000 € hors taxe pour le tout. Enfin, oui, pour les contentieux. Pour les contentieux. Pour les précontentieux, s'il y a une négo, je suis rarement en dessous de 1 500 €. C'est pas énorme, je suis d'accord. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est pas non plus que dalle, tu vois. Non, c'est pas que dalle. C'est ça, en fait, c'est pas que dalle. Mais clairement, je suis dans une vague où il faut que j'augmente mes prix parce que je me rends compte que je peux les augmenter. Les entrepreneurs me suivent aussi. Bien sûr. Oui, parce qu'ils sont pas très hauts. Ouais, ils sont pas très hauts. Et puis surtout, parfois, je me rends compte qu'on va chercher de grosses sommes. Enfin là, il y a des influenceurs, on va chercher 300 000 € parce qu'en fait, l'agent d'influenceur est parti avec la thune. C'est tout. Donc en fait, on est sur une assignation référée, mais en fait, finalement, il veut négocier et je récupère... déontologiquement parlant, je reste dans les fourchettes. Oui, bien sûr. Mais je vais même pas super haut, je vais dans 4 à 5%, mais finalement... t'es large, tu peux augmenter. Hein. Je sais, mais ça me fait... Et c'est là où je me dis qu'il faut quand même que j'augmente mes prix, et même si ce sont des gens super sympas et que je veux les aider, moi, ça me fait un contentieux à 13 000 à 14 000 €. Ouais. Mais en étant moi toute seule, avec mon ordi... j'ai pas non plus tant de charges que ça, donc je suis très contente. Bien sûr. Et par rapport à ce que je gagnais en tant que collab, je gagne quasiment le double, voire le triple. Ah oui, qu'est-ce que tu gagnais en tant que collab ? Parce que en fait, finalement, vu qu'on m'appelle quasiment tous les jours pour un contentieux ou un pré-contentieux, et c'est des contentieux pour moi qui sont faciles, entre guillemets, parce que c'est des contentieux de la vie de tous les jours. Alors, contentieux non, mais pré-contentieux de la vie de tous les jours. Mais tous les jours, je sais que je peux avoir... au moins 1 500 € qui vont entrer. En plus, moi, je prends tout de suite 30% à l'ouverture du dossier. Donc, je suis facile à 600 € par jour. En fait. Non, mais je comprends. Donc, fois 30, c'est pas mal déjà. Oui, c'est bien. Ah oui. Donc, voilà. Mais sinon, il faut que je me structure. Là, il faut que parce que là, c'est toi qui fais le filtre, mais je suppose que tous les leads sont pas qualifiés, tu vois. Donc, plus tu vas avoir de demandes, plus tu vas avoir des leads qui vont être un peu à côté ou pas de sens. Donc, tu perds du temps aussi, en fait. C'est clair. Mais c'est en ça qu'il faut que je me structure aussi. Soit je vais perdre du temps, soit il y a des personnes qui ne seront pas intéressées, soit les personnes sont intéressées, je ne peux pas être toute seule pour tout gérer. C'est clair. Donc, Et tu as eu un problème à régler avec toi de combien je vaux, comment je fixe mes tarifs, est-ce que je suis légitime à faire ça ? C'était quoi tes questionnements ? En fait, moi, je sais que je suis quelqu'un de très têtu à la base. Et donc, moi, ça m'allait. Les montants, mais c'est même des clients qui m'ont dit mais en fait, Kadiatou, tu te rends pas compte à quel point t'es trop peu cher. À force, les gens ne vont même pas te voir parce que tu vas être le Lidl des avocats. Et c'est pas l'idée. Et c'est vrai que moi, de l'autre côté, je me dis mais parfois, c'est tellement simple à répondre que je peux pas me permettre de facturer ça. Mais en fait, si. Parce que sinon, je me décrédibilise moi-même, en fait. Ouais. Mais en plus, c'est simple à répondre parce que tu as le background derrière, tu vois. Tu as l'expérience, etc. C'est facile pour toi. Lui, si tu te poses la question, c'est que c'est dur, tu vois. C'est clair, mais c'est exactement ça. Et je sais qu'il y a aussi
plein de spectres, en fait, où je me suis rendu compte que le contentieux est une porte d'entrée pour le conseil derrière. Et vu qu'en fait, ils ont eu confiance en moi pour le contentieux, ils veulent souvent recréer une société derrière avec les plus jamais ça. Donc, je peux repartir derrière en recréant un pacte, enfin des nouveaux statuts, un pacte, parce que ça aussi, je l'ai fait pendant de nombreuses années. Ouais, bien sûr. Donc, clairement, je peux refacturer derrière. Et aussi, une niche que j'ai pu développer, et c'est venu à moi tout seul, mais c'est des contentieux d'associés. En parallèle, tu as une grosse levée qui se fait. Il ne faut pas que les investisseurs sachent qu'il y a un conflit. Ouais, bien sûr. Donc, moi, j'arrive en bac et je représente l'un des fondateurs. Je rédige le pacte, enfin, je revois que quelques clauses du pacte. Là, je fais du temps passé, mais je sais que moi, je disais que j'étais à 350 € hors taxe en temps passé. Ils me disent, mais c'est tellement bas, tu te rends pas compte. Moi, je suis parfois à 800. J'ai des avocats qui me proposent 800, 900 € pour les collaborateurs seniors qui ont 4 ans d'exercice. Et je me dis, mais ça va pas la tête. Moi, j'ai jamais vu ça. Ils sont ambiancés un peu parce que 800, 900 €. Non, je pense qu'ils se sont. Non, dans des 800, enfin, objectivement, pour faire beaucoup d'avocats, il n'y a quand même pas beaucoup à 800 €. Moi, on m'a encore dit ça il y a 3 jours. C'est dire. Je pense qu'il était sous stéroïdes, le monsieur. Ok, et la question, c'est ta communication, elle est hyper personnalisée. Ouais. Elle est hyper, hyper essentialisée sur toi, sur tes combats, sur ton engagement, puisque tu es une influenceuse engagée, je le répète encore une fois. J'aime bien ce terme. Et comment tu vois le développement quand ça serait plus toi qui potentiellement donnerait le conseil, etc. Tu vois ça comment ? Je suis en plein dedans là parce que j'accueille un stagiaire en avril. Ouais. L'idée c'est quand même que j'embauche soit un collaborateur, soit un alternant en fonction de la trésorerie d'ici septembre. L'idée c'est quand même de pas trop monter une usine, ça c'est sûr, parce que c'est pas du tout mon objectif. D'être quand même très présente. Je sais que j'ai un problème de délégation de mission. Ça, je sais que j'ai du mal et j'ai aussi du mal à décrocher. Donc, c'est en plein questionnement. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir des personnes qui me ressemblent. Alors, c'est pas de faire un Black Panther que je dis tout de suite. Hein. Je suis pas dans ça. Mais c'est plutôt d'avoir une personne qui a à peu près un background sportif et dans lequel il y a quand même une grosse énergie similaire et de rester en duo, trio, mais tous ensemble. Ça fait très tous ensemble, mais sans disparaître en fait. Parce que je sais que les personnes, si elles viennent me voir, c'est aussi pour moi, mais j'ai aussi envie de faire briller les personnes avec qui je suis. Un peu comme une équipe de basket finalement. Ouais, c'est ça. T'es le meneur quoi. Ouais, sans vouloir, mais je suis trop petite pour de toute façon faire un autre poste. C'est pas le choix. J'ai pas le choix. Mais moi, avant tout, j'adore fédérer et sans faire un gros parallèle avec le basket, j'adore fédérer et je veux avant tout mettre la lumière sur les personnes avec lesquelles je suis. De l'associatif, c'est ça aussi. Ça a eu des travers hein, parce que même si j'étais pas présidente de l'asso, on me voit plutôt comme une présidente d'asso, etc. Et ça a pu faire mal aux fondateurs de l'asso. Je sais que de toute façon, je prends trop de place et c'est comme ça. Non, je prends pas trop de place. Ma psy dit, je prends de la place sans être péjorative. Je sais que je prends de la place et je sais que je disparaîtrai jamais. Et donc, je serai toujours en binôme avec les personnes avec lesquelles je travaille. Pour répondre à ta question de manière straight. Mais c'est bien, c'était intéressant. Ouais, donc ta marque de fabrique, c'est ça. Et la question de Bold, tu vois, tu parlais de Bold. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'était quoi l'enseignement de Bold vis-à-vis des entrepreneurs ? Comment leur parler ? Comment leur parler et comment me sentir en phase avec moi-même avant tout. C'est quand même archi cool de travailler avec des associés qui te font confiance, qui sont là. Ils sont toujours là. Ils sont quand tu as des questions, mais sinon, ils te font entièrement confiance et c'est toi qui es en front avec le client. Et donc, quand tu as un client qui est reconnaissant, qui te dit c'est trop bien de parler comme ça, c'est trop bien d'expliquer comme ça, on n'a jamais vu, ou rarement, des avocats qui vulgarisent autant, qui sont aussi drôles, entre guillemets, sans se prendre au sérieux. Moi, alors, je ne dis pas qu'il faut ne pas être sérieux, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de me reconnaître et de me connaître grâce à Bold, et surtout de travailler dans un climat de confiance. Et c'est tout ça que ça m'a appris, et aussi de travailler vite. Ça, j'ai toujours fait parce que j'ai toujours été ultra engagée dans plein d'autres sujets. Mais surtout d'avoir la connexion avec le client, ça, je l'ai appris essentiellement chez Bold.
comment est-ce qu'on fait pour exister sur TikTok et sur Insta? Si tu devais nous expliquer un peu les recettes de fabrique, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des différences déjà entre les deux? TikTok va beaucoup plus vite qu'Insta. Je pense qu'en termes de visibilité, ça peut aller très très vite. Même si moi, j'ai exactement la même communication sur les deux, je fais des simples reposts. Okay. Et sur LinkedIn aussi d'ailleurs, hein, je change très peu, je rajoute peut-être une ou deux phrases de plus pour tourner un peu plus professionnel, mais en vrai, c'est très rare. Les vidéos, tu mets beaucoup de vidéos sur LinkedIn? De plus en plus, ouais. Sans forcément suivre la vague, mais en fait, j'ai cru comprendre que oui, sur LinkedIn, il y avait de plus en plus de vidéos. Alors moi, je sais, petite parenthèse LinkedIn, que je ne comprends pas les posts, et en dessous, il y a une photo de toi qui n'a rien à voir. Ouais, mais alors moi, je crois moi, ça me fascine. Je crois que je vais faire ça, je te jure. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est un truc de fou. Mais oui, même les gens moches arrivent à percer. Non, mais c'est un stop scroller, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils regardent. Oh, tiens, il y a une photo. Ouais, c'est ça. Et du coup, je vais peut-être lire. Ouais, c'est exactement ça. Mais le simple fait de s'arrêter, du coup, l'algo comprend, ça marche. C'est fou. Après, le mieux, c'est de dire un truc intelligent dedans. Ouais, c'est ça. Non, bien sûr. Mais ça devient Instagram, LinkedIn, c'est devenu Instagram. Oui, mais du coup, c'est exactement ça, en fait. Et donc, les confrères qui sont frileux d'aller sur Instagram, ils font exactement ça sur LinkedIn. Ouais, c'est vrai, ça, c'est très juste. Ouais. Jamais j'irai sur Insta. Ouais, je regarde tes posts. Ouais, en vrai, ça passerait sur Insta, oui, sûr. Large, tous les jours. Et donc, pour répondre à ta question, moi, je pense que pour être visible, il faut être authentique. Et quand je dis authentique, ça veut tout dire et rien dire. Moi, je considère Instagram comme depuis le début, comme un journal. Alors, un peu moins. On verra ma dernière photo de maillot de bain à l'été dernier. Là où avant, j'étais beaucoup plus... je monte beaucoup ma tête quand même sur Instagram. Je partage un peu moins mes vacances, mais parce que j'en prends un peu moins, je pense aussi. Mais ouais, je parle à Instagram comme si j'étais devant vous, comme si j'étais devant des potes. C'est tout. Et je ne vais pas essayer de tourner le contenu pour attirer les personnes. Ouais, c'est en fait l'inverse de ce que disait Audrey tout à l'heure, c'est que tu n'as pas réfléchi au persona avant de parler, c'est juste à affirmer ton positionnement, d'abord hors avocature, mais puis maintenant dedans, et c'est ça qui marche. Et ce qui m'a poussé à faire ça d'un point de vue avocature aussi, je faisais avant, et j'avais pris un risque énorme, c'est d'avoir, alors pour moi en tout cas, vu que j'étais chez Librato avant, je connaissais les risques déontologiques, c'est de poster une photo en playground avec ma robe d'avocat. Ouais, et j'étais en train de dribbler. Et je sais que j'avais demandé au barreau, j'avais demandé... Ah, t'avais demandé préalablement? T'avais envoyé un... Ok. Non, avis oral. Ok, la permanence déontologique... Au pire, s'ils me disent non et que je le fais quand même, il n'y a pas de preuve. Oui, bien sûr. Non, mais et donc, je l'ai fait. Et il y a Adrien Croze, je crois, qui m'avait contacté. Ouais, bien sûr. Pour faire une newsletter. Et j'étais, en fait, c'est banger de faire ça. Je ne pensais pas. Si j'avais su, j'aurais fait beaucoup plus tôt. Mais j'avais appelé Ludo, j'avais appelé des personnes que j'avais ciblées. Et personne n'avait de réponse, en fait. De toute façon, la communication comme ça, en robe et tout, il y en a qui disent c'est impossible parce que le CNB a dit il y a 2013, je crois. Non, mais normalement, normalement, c'est pas vraiment possible. Il se trouve que quand c'est... En fait, c'est juste que tu représentais quelque chose de très positif et que c'était hyper... Enfin, et que le barreau de Paris... Alors après, bon, je veux pas du tout essentialiser les barreaux des uns et des autres, mais enfin, le barreau de Paris est quand même en grande partie plutôt assez libéral dans son acception de la communication et de plein de choses, quand même. Ouais. Et je l'avais fait, pourquoi ? C'est pour une raison très simple, c'était dans le cadre de la préparation des JO 2024. Celle-là, elle est plus récente, c'est parce que du coup, il y a une exposition à Vitrolles. Okay. Après Dubaï, il faut la Vitrolles. Ouais, voilà, let's go Vitrolles. Et pas exactement pareil, quand même. Prochaine expo à la mairie de Marseille, en octobre 2025. Et donc, non, mais je l'ai fait parce que dans le cadre de Ladies and Basketball, une des assos où je suis membre, on avait fait des campagnes pour Paris Sportive. C'est l'initiation au basket pour les filles et les femmes sur des playgrounds extérieurs dans le cadre des JO de Paris 2024. Et donc, on faisait des initiations. Et là, moi, je suis tenue coach de basket, etc. Ouais. Et on voulait aussi montrer qu'on pouvait avoir des professions, même si on est issu de quartiers prioritaires de la ville, qui montrent qu'on peut y arriver en dehors du basket, en dehors du sport, de manière générale. Et moi, les 2 premières questions qu'on m'a posées quand j'ai rejoint l'asso, c'est une fille de 8 ans qui m'avait posé la question et j'étais en intervention avec une autre avocate noire. Elle m'a dit est-ce que tu es vraiment avocate ? Parce qu'en fait, t'es noire, du coup, tu ne peux pas être avocate. T'es plutôt assistante ou secrétaire, et puis tu t'appelles Kadiatou. Moi, ma mère, elle s'appelle Kadiatou, elle est femme de ménage, en fait. Et j'étais, non, moi, je suis avocate depuis 6 ans maintenant, etc. Et elle me dit, après,
mais t'as pas honte par rapport à l'islam. Du coup, vu que t'es noire, t'es musulmane, déjà raccourci à 8 ans. 8 ans. Ah, putain, 8 ans, là. Ouais, 8 ans, grandi à Paris, année 2010. Tu te dis, c'est pas normal d'avoir ces raccourcis. En plus, t'es une Parisienne en plus. Bah même pas... C'est ça, c'est pas une meuf t'es pas à Clichy-sous-Bois où t'as grandi et tu sais que parfois c'est bizarre. Mais aussi, okay. de région, tu vois. Et elle me dit, du coup, t'as pas peur de tout le temps mentir par rapport au Coran ? Oh là là. Mentir de quoi ? C'était quoi ça ? Parce que les avocats sont des menteurs. Ah, bien sûr. Okay. Bah oui. Ah bah oui. Manu, réfléchis, frère. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, non, mais en fait, il faut populariser le métier. Il faut montrer aux gens qu'on peut être avocat, avocate et venir de plusieurs endroits différents. C'est pas bloqué. Et pas nécessairement être un menteur. Ouais, déjà. Enfin, je te jure, même mon mari pense ça. Hein. Ouais, mais et donc. Peut-être que tu lui mens, mais ça, ça, Audrey, on fera un autre podcast et on sera arrête de mentir. Non, mais du coup, et c'est pour ça que je me suis dit, il faut casser les codes, etc. Ouais, non, mais t'as raison. Et même sur les terrains de basket, moi, et après, j'arrête. Mais, non, pourquoi ? Attends, je suis en train de regarder ton Insta. Ouais. et donc, quand je joue et que les arbitres arbitrent mal et ils me disent « Ouais, mais toi, t'es qui ?» Je dis « En fait, je suis à la base, je m'occupe du juridique du comité parisien de basket, donc tu vas te calmer, en fait. Et il me dit « Mais en fait, tu fais ça, mais parce que t'es juriste ou genre t'as passé un BTS en carrière juridique, donc tu crois que t'es avocate, etc. » Je fais « Alors, justement... » maintenant que tu en parles. Vu qu'on en parle. Maintenant qu'on en parle. Ouais, et donc, voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit « En fait, c'est pas possible... » Et je passe par le biais du basket, mais il y a plein d'autres sports, il y a plein d'autres manières de démocratiser la profession, en fait. Non, mais du coup, ce qui est quand même sympa, c'est que c'est une passion sportive qui t'a permis d'exister sur les réseaux, quand même, et qui t'a permis d'avoir des gens qui te ressemblent sans à aucun moment que t'es revendiqué quoi que ce soit. Aucun. Et ça, c'est vraiment cool, je trouve. Je trouve que c'est vraiment cool. On arrive pas loin des dernières questions. Juste, est-ce que tu peux... Parce que je sais pas si on a complètement répondu à la question. TikTok, Instagram, il faut poster combien de fois ? T'as des bons tips là-dessus ? Alors, moi, j'ai pas de tips parce que comme vous avez constaté depuis le début, moi, j'ai tout fait à l'envers. Et donc, quand j'ai envie d'écrire sur Instagram, j'écris. Même si je me rends compte que les personnes attendent des choses, les followers attendent. Donc si, en plus c'est assez rapide, si tu ne postes pas pendant une semaine, moi je vois, j'ai des personnes qui arrêtent de me suivre et tout. Maintenant j'ai des statistiques, d'où des gens partent et ils reviennent quand je reposte. De ce que je comprends, il faudrait poster idéalement tous les jours, mais tous les jours ça prend du temps et il faut déléguer. Mais si tu délègues, il faut que tu délègues à une personne qui comprend ton persona. Parce que tu es obligé de mettre t'es obligé de mettre un texte. Parce que tu pourrais mettre... tu peux mettre 3 lignes, mais bon... moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je me dis, il y a la photo, mais il y a aussi l'illustration de la photo. Mais pas trop long non plus, parce que moi, j'aime pas lire. Hein. Là, je lis beaucoup de conclusions, donc si je vais sur Instagram... Non, mais donc, du coup, tu es obligé de mettre un texte. Toi, tu considères qu'il faut mettre un texte. Moi, je pense qu'il faut mettre un texte lié à la photo. Oui. Non, mais... Pas, j'ai gagné un dossier et je te vois au bar, en fait. Ça sert absolument rien. Il faut fêter le fait d'avoir gagné un dossier à un moment donné. Vrai. Non, mais ok, donc un texte, et entre story et post, c'est quoi le... Je pense que les stories, 1 par jour, c'est pas mal. Moi, je sais que je prends des archives. Quand je sais, j'ai pas envie de poster. Ouais, je recycle. Okay. J'ai parfois des photos qui n'ont rien à voir avec le contenu ou j'avais une photo qui ressemblait à un match, etc. Je la mets. Mais si je prends des photos, j'en profite aussi pour faire du contenu. Et pour répondre à ta question, je pense qu'il faut poster 3 fois par semaine à peu près. Je pense tant sur Insta que sur LinkedIn. Les heures... sur LinkedIn. Ouais. Okay. Mais après, sinon tu repostes, tout simplement. Moi, je sais aussi que je prends... Peut-être qu'il y aura un post sur Insta. Soit on va faire un cross-post. Déjà, je te pull-up. Je vous pull-up en même temps. Et ça me fait un post en plus. Par exemple, il faut beaucoup faire les cross-posts. Pareil, la republication sur LinkedIn. Mais je conseille de mettre un texte en plus pour attirer l'œil de mes propres followers sur LinkedIn. TikTok, je fais un repost complet parce qu'il n'y a pas de cross-post sur TikTok. Mais pareil, 3 fois par semaine sur, je pense, les 3 médias. Sur Instagram, les stories, sur LinkedIn et TikTok, je ne mettrai pas de story. Je pense que ce n'est pas la chose qui intéresse le plus. TikTok, évidemment, que des TikTok et pas des photos, ça ne prend pas assez.
les photos, je pense. Que de la vidéo, tu veux dire. Que de la vidéo, du coup, que des TikTok pour le vocabulaire. Ouais. Et de plus en plus de vidéos aussi sur LinkedIn. Même si, pour l'instant, c'est assez frais, la vidéo. Ouais, mais la vidéo est poussée sur LinkedIn en général. Quand ils mettent des nouvelles features comme ça, ils poussent beaucoup. Donc, d'ici à ce que le podcast sorte, peut-être que ça sera déjà plus le cas. Mais on sait non, mais moi, je suis en train de me poser la question de savoir s'il faut que je mette mes vidéos sur LinkedIn, parce que je ne fais pas. Mais... Il faut. En plus, vu que tu le fais plus tard que le début de la vidéo, toi, ça te fait beaucoup plus de contenu. Parce que c'est clair, ça te fait beaucoup plus de contenu. Et 3 fois par semaine, je trouve que c'est bien. Il y en a, ils postent tous les jours à 8h. Avec un texte ChatGPT, moi je suis pas fan de ça, parce qu'il n'y a plus d'âme. Ouais, bien sûr. En revanche, oui, entre 7h30 et 9h30, je pense que c'est bien parce que les gens sont dans les transports. Moi, je sais que j'ai pour habitude de poster à 12h30. Pause-déj. Juste avant d'aller manger. Tu sais que tu commences à avoir faim. Et en fait, je me mets juste dans ma place. Moi, je sais quand est-ce que je regarde les réseaux. C'est rarement à 10h. C'est plutôt quand mon ventre gargouille, en fait. Donc, 12h30, 12h45 ou dans les transports. Et tu utilises un truc de programmation ou tu n'utilises pas de truc de programmation ? Ça va dépendre. Là, par exemple, je l'ai fait exceptionnellement cette semaine parce que j'étais à Barcelone et je savais que j'avais des déj. Donc, tout simplement. Mais sinon, non. Non, j'anticipe pas du tout. C'est plutôt quand ça me vient, j'ai envie de mettre un texte, et je vais mettre un texte. Mais là, je vais me faire accompagner par un média, Upendo, qui me fait la minute juridique, où ils vont me mettre en place une stratégie digitale parce que j'ai plus le temps. Mais parce que je connais bien les personnes, sont devenus des vrais amis. Donc, ils me connaissent par cœur. Oui, donc ça sera cohérent. Oui, ça sera cohérent. Et ils ont aussi une communauté entrepreneuriale. Ils travaillent avec des marques comme Trace TV. C'est une chaîne, bien sûr, de rappeurs. Tout le monde connaît Trace TV quand même. Alors, je connais pas la fucking certification TikTok, mais LinkedIn, mais ça, oui. Ouais, donc voilà. Mais oui, je pense que vraiment, ce qui est important, c'est les horaires. De plus en plus, le week-end aussi sur LinkedIn. Je pense le matin. C'est vrai. Pour les parents. Les parents entrepreneurs, il y en a de plus en plus. Du coup, je pense que le matin, c'est pas mal. Samedi matin, avant que les enfants se réveillent. Ouais, c'est ça. Mais aussi les entrepreneurs qui rentrent de soirée. Et aussi les entrepreneurs qui courent, parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent à la course. Et donc, 11h, c'est bien parce qu'ils finissent leur run sur les quais de Seine et ils prennent un café. Et donc, en même temps, ils sont en train de scroller. On termine nos interviews toujours par les questions qui fâchent, rapides. Ouais. La question de Manu. Allez. On a parlé beaucoup de références et des bonnes références. Juste, si tu peux partager avec nous la première image d'avocat qui t'a marqué à la télé, cinéma, film ou série ou autre. Alors, moi, il faut savoir que ma mère m'a dit tu seras ou avocate ou médecin. Donc, j'ai fait une matinée ou une journée en médecine. Et après, je suis allée en droit. Mais en revanche, j'ai toujours été passionnée par la justice et par l'injustice et la défense des opprimés. Donc, j'étais déléguée de classe du CP à la terminale. Présidente, évidemment, tous ces titres à la con. Mais bon, voilà. Mais non, pas du tout. C'est big deal. Ma fille, je te jure, elle s'est présentée pour être déléguée, elle a été jartée. C'était un big deal. Je vais lui faire un coaching. C'était un big deal. Comment aller récupérer les voix. Ouais, vraiment. Comment récupérer les voix le dernier jour. Donc, moi, mes premières références, ça a été plutôt dans la justice, ça a été d'abord Julie Lescaut. Bien sûr. Julie Lescaut, bien sûr. Mago, vraiment Mago. Julie Lescaut, c'est leur moon aussi parce que. C'est leur moon. Ma star parce que les opprimés et tout. Et après, du coup, c'est plutôt vers la magie, Buffy, etc. C'est que t'as des meilleurs rêves. Meilleurs rêves. Donc, parce que dans tous les cas, on défendait les gens. Et puis après, quand je suis arrivée en droit, ça a été tout de suite plutôt. Olivia Pope dans Scandale. Bien sûr. Olivia Pope, Michelle Obama, parce que moi j'ai passé mon bac en 2008 quand Barack Obama est devenu président et je me suis dit en fait on peut faire des choses nous les Noirs entre guillemets. Et après en plus ils sont venus à Strasbourg parce qu'il y avait le sommet de l'OTAN et donc c'était trop cool et évidemment Annalise Keating où on me compare beaucoup à elle en cours parce qu'à ce qui paraît je suis sévère comme elle. J'ai été franchement calmez-vous, je peux être très sévère, ça va être autre chose. Donc voilà. Et puis aussi House of Cards. Donc ça a été ça. Il y a de la ref. Il y a de la ref. Mais avant tout, une ref animée. Non, d'abord, c'est Julie Lescaut. Julie Lescaut. La question politique, si tu devais supprimer une règle du code de déontologie, ce serait laquelle ? Ce serait la communication. C'était la deuxième personne. Ouais, la communication. Pas le faire à l'américaine, mais on le voit un peu plus. Tous les confrères qui se lancent sur Instagram, etc., ils sont très frileux parce qu'ils ont peur de la déonto. Non,
on peut y aller, je pense. Et ce serait... déjà, eux, ils ont peur parce que déjà, il n'y a pas le avocat sur le blaze Instagram. Et ils se disent, non, mais le barreau va venir, etc. Je regarde dans le Vademecum, il faut qu'il y ait écrit que... Ouais, et donc ils sont tout de suite en train de voir ça. Mais de manière générale, oui, la communication des avocats, je pense que ça, on peut lâcher. Ouais. Ce serait celle que je lâcherais. Ok. Question Gad Elmaleh. Sur qui t'as copié? Alors, déjà inspiré. Inspiré. Ouais, inspiré. Et copier n'est jamais égalé. Donc, non, je me suis inspirée de beaucoup de personnes. Je me suis inspirée de Bold. Je me suis inspirée par exemple, de l'audace folle qu'a eu Clarisse. Ouais, bien sûr. Clarisse. Beaucoup cité Clarisse, quand même, ici. Ouais, beaucoup cité. Ouais, Clarisse. Mais pour les femmes entrepreneuses, elle est beaucoup citée, quand même. On peut dire ce qu'on veut. Elle a eu peur de rien, en fait. Et elle a eu un parcours de fou. Mais pourtant, elle a toujours avancé. Donc, clairement, ce sont des refs. Je pense le quotidien de Bold aussi, de ne pas avoir peur. Alors là, j'ai une chemise et tout. Je me suis dit... Non, je rigole. J'aime juste ma chemise. mais devenir comme tu es. Comme McDo. C'est aussi une grosse ref. Ou Nirvana, mais ça marche aussi. c'est vrai. Donc Bold m'a beaucoup inspirée. Mon ancienne associée, Anne-Sophie Rio, aussi m'a beaucoup inspirée. La manière de parler à ses clients, de penser aussi à l'intelligence émotionnelle, des 16 personnalités, des MBTI, etc. Ouais, ce sont vraiment les personnes sur qui j'ai copié. Et puis après, quand je vois des posts, évidemment, ça m'inspire d'autres posts. Et tu as mis en place un système de rendez-vous où on prend rendez-vous avec toi en ligne et tout? Non, en fait, tu fais encore à l'ancienne. Faut que tu fasses ça, quand même. Ouais, je sais. Mais en fait, j'ai l'impression de tellement aider les gens. Alors, je m'inspire aussi de Miss France parce que moi, je veux la paix dans le monde. Non, c'est bien ça. Ouais. J'ai tellement... c'est ambitieux, en tous les cas. C'est ambitieux, mais après, du coup, tu te perds. Et en fait, j'ai tellement besoin d'être réactive avec les personnes qui ont besoin d'aide qu'en fait, je leur dis, oui, je suis dispo. Et en fait, c'est pour ça que, par exemple, j'étais en retard là. Je sais qu'après, j'ai un call, alors qu'en fait, j'ai pas le temps. Mais donc, oui, il faut que je place un calendrier, il faut que je mette tout ça en place, ouais. C'est mes résolutions. C'est ta résolution. C'est la résolution 2025 ou c'est la résolution 2026? Oh non, c'est la résolution de là. De l'été, quoi. Avant l'été, il faut que ce soit... Maintenant, de demain. Il faut que je fasse. Ah oui, c'est demain. Ouais, je suis obligée. Parce que chaque fois, moi, je prends des résolutions quand c'est trop tard. Du coup, il faut que... Ouais, voilà. Je comprends. La dernière question, c'est la question Steve Jobs. Si tu devais donner 3 conseils à un avocat entrepreneur, ça peut être 4, hein. Un avocat entrepreneur, ce serait lesquels? Alors, qui a envie de se lancer? Le premier, c'est certes d'essayer de tester. On a de la chance, nous, en tant qu'avocat, d'avoir une clientèle perso. Donc, de tester un petit peu... c'est une très bonne idée, ça. Ouais, de tester un peu l'environnement, de savoir comment draguer le client, comment le séduire, etc. Soit via la communication, soit aller à des soirées entrepreneuriales, soit de se créer un réseau. Donc, d'avoir cette phase de test. Mais une fois qu'on est dans la phase de test, ne pas avoir peur de se lancer parce qu'on ne sera jamais prêt. Donc, moi, je m'étais jamais dit que j'allais créer un cabinet. Hein. Jamais. Je me suis dit que j'allais être toujours en équipe. Moi, je pensais même toujours collab. Jusqu'à la fin de ma profession. Jamais je pensais me lancer. Mais en fait, les choses ont fait que je me suis rendu compte que chez Bold, j'avais fait le tour, que j'allais plus être augmentée. Donc en fait, flemme, je me suis dit, il fallait que je parte. Mais sinon, jamais je me serais lancée. En plus, moi, j'adore tellement l'esprit d'équipe, j'adore tellement travailler avec des gens que je voulais pas être toute seule. Donc, on sera jamais prêt. Donc, malgré le fait qu'on commence à avoir de la clientèle perso, qu'on commence à avoir un réseau, il y a des avocats qui nous sous-traitent des dossiers, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est le premier conseil. L'autre conseil que je ne me suis pas donné quand je me suis lancée, parce que j'ai tout fait à l'envers, j'avais déjà trop de clientèle perso avant de me lancer, c'est de se faire accompagner par, si on veut faire de la création digitale, de mettre un peu de thunes pour avoir un accompagnement digital, un accompagnement de la communication, parce que ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est mon deuxième conseil, même si je sais qu'on n'a pas d'argent au début. Mais comme tout entrepreneur, un entrepreneur va lever des fonds, un entrepreneur va demander à un proche de faire soit un apport en compte courant d'associé ou de faire un prêt. Et moi, je sais que je vais le faire là parce que je peux plus. Je peux pas lever des fonds, mais je vais demander un peu d'argent pour avoir un appel d'air pour embaucher soit un stagiaire de longue durée qui a un M2 qui va pouvoir me soulager et juste me reposer en fait, parce que peut-être que mon visage ne dit rien, mais je suis très fatiguée. Et juste, de déléguer aux personnes qui sont plus compétentes que moi, qui montrent moins de temps, et ça me permettra d'avoir encore plus de clientèle que j'ai aujourd'hui. Donc ça, c'est le deuxième conseil.
peut-être pour vous un peu utopiste, parce qu'on se dit non, mais on n'emprunte pas comme ça. Mais je pense juste peut-être 2-3 000 euros. Ah non, bien sûr. Faut pas avoir peur de l'emprunt. S'il écoute ton premier conseil, il a une clientèle perso, il prend un peu sur ses zonos, il investit. Bien sûr. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis aussi. Et le dernier conseil, c'est de ne pas avoir peur de facturer de trop. C'est le conseil que je me donne aussi aujourd'hui et que je travaille de manière très ardue. Et j'ai de la chance d'avoir des entrepreneurs qui sont des potes et qui me disent franchement qu'il faut que j'augmente mes prix. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et de s'aligner sur d'autres cabinets, même si les cabinets ne disent pas combien parfois ils facturent. Moi, je sais que malgré le fait que je facture bas mes forfaits, je suis en moyenne, comme je disais, depuis que je me suis lancée, entre 12 et 20 000 euros par mois de facturer, ce qui est énorme, mais je pourrais faire encore plus. Et ne pas se sentir légitime, en fait, tout simplement. Ne pas avoir peur de ça. Au pire, ils renégocient, mais en fait, sinon, il faut aussi dire non à ces clients-là, quoi. C'est pas grave. Au pire, au mieux, ils te disent non, et au final, tu n'as pas travaillé avec eux. Et c'est un gain de temps. Parce que là, je me rends compte que moi, je suis en train de me débarrasser de dernières casseroles où, en fait, je n'avais pas facturé. Il y en a un, j'ai rendu son dossier. Parce qu'il a osé me dire non, mais on s'est pris une raclée par l'avocate adverse qui avait tout préparé. Toi, tu avais des notes, ce n'est pas normal. J'étais alors frère, en fait, non, ça veut dire qu'on ne peut pas travailler ensemble. Il y a un gros point de rupture. Donc, je lui ai rendu son dossier. Et une autre où je ne vais pas tarder à me débarrasser parce qu'elle m'appelle tous les jours et j'en peux plus, en fait. Et je n'ai pas le temps. Donc, voilà, mes 3 conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouli, fondatrice de Chemouli, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.